Merci de rester fidèle au programme de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, l'heure du journal. Georges Détélio. Au sommaire, après Rebus hier, aujourd'hui, Thiès, une partie des détenus de la maison d'arrêt et de correction de la Cité du Rail en grève de la faim. Débat sur les contrats pétroliers à la suite des découvertes de pétrole et de gaz au Sénégal. L'ambassadeur de France prône la transparence. À suivre, Christophe Bigot sur les tarifs de l'autoroute à péage. L'opposition et le pouvoir, bonnet blanc, les deux camps affonnent sur la mutinerie de Rebus hier et sur l'affaire des carburants toxiques. Mais très prolixe sur les cas Petrotim, du reste très politique. Polémique autour de la lenteur de certains chantiers du Khalif général des Mourides. Son porte-parole rassure, les travaux avancent et certains vont être livrés sous peu. L'actualité internationale, Ismaïla Kamara, bonjour. Bonjour, Georges Détélio. Quels sont les titres? Une épidémie de fièvre hémorragique frappe le Mali. 40 personnes sont atteintes de la maladie. La plupart sont des éleveurs nomades. Les Gabonais, dans l'attente des résultats officiels à 48 heures de leur proclamation, Port-Gentil a peur. Les chefs religieux de la capitale économique du Gabon, eux, prônent la non-violence. Une solution africaine à la crise électorale gabonaise. C'est la conviction de l'ambassadeur de France au Sénégal. Christophe Bigot était l'invité d'RFM Matin. À votre suite, Ismaïla, Youssouf Bodian pour la page des sports. Bienvenue Youssouf. Merci Georges. Quelles sont les actualités dominantes? Nous ferons la connaissance de Abdoulaye Seck, double champion d'Afrique et champion du monde du Jiu-Jitsu. Le judoka sénégalais rêve des Jeux Olympiques en 2020 si la discipline est acceptée par le CIO. En football, nous allons parler de la nouvelle tendance des clubs de Ligue 1 qui recrutent des entraîneurs en Europe. L'Europe où on joue ce soir en Angleterre, France, Italie, Allemagne et en Espagne, la Liga. Très attendu ce soir, le choc entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Rendez-vous vers midi 20, midi 25. Ismaïla et toi. La révolte à la maison d'arrêt et de correction de Rebus. Comment en est-on arrivé à cette situation qui a conduit à la mort d'un détenu et à plusieurs blessés, des prisonniers et des gardes pénitentiaires à la suite d'affrontements? Point de vue, ce sera aux alentours de midi 35 minutes. Mamadou Vincent Diop assure la partie technique de ce grand journal. Bienvenue à toutes et à tous. S'agit-il de l'effet de la contamination après la mutinerie de Rebus hier à Thiès? Les détenus de la maison d'arrêt et de correction, certains détenus en tous les cas, observent une grève de la faim. Bonjour, cher Anta Diop. Oui, Georges, vous avez parfaitement raison, Georges. Nous sommes présentement devant la maison d'arrêt et de correction de Thiès. En source, une partie des détenus observent une grève de la faim depuis ce matin. Certains étaient venus apporter des repas, sont obligés de repousser chemin, détenus à refuser de s'alimenter. Et cependant, nous tous aussi qu'ils sont restés dans leurs chambres respectives. Il n'y a pas eu d'incident majeur comme on les mêmes sources révèlent, Georges, que les grévistes protestent contre les longues détentions préventives et nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions pour plus de détails. Merci, cher Anta Diop. Hier, à la suite de la mutinerie à la maison d'arrêt et de correction de Rebus, il y a eu un mort, un détenu, midi 4 minutes. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. La découverte de pétrole au Sénégal, l'ambassadeur de France a son mot sur les contrats pétroliers qui font débat pour Christophe Bigot. Il faut de la transparence. Et sur la cherté des tarifs de l'autoroute à péage, le diplomate estime que les différentes parties doivent discuter. L'État du Sénégal y gagne aussi, selon Christophe Bigot. Dans RFM Matin, il en était l'invité. Un contrat a été signé avec l'État sénégalais il y a quelques années et dans ce contrat est fixé le prix du péage, je crois sur une durée de 20 ou 25 ans. C'est un engagement qui est pris d'un côté par le prix d'investir et de l'autre côté par l'État sénégalais de faire en sorte que cet investissement soit rentable. Alors naturellement, si vous êtes usager, vous considérez que le péage est trop cher. Je crois qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre les uns et les autres et qui permettra, sur la base, je dirais, d'un espèce de paquet global, de revoir, mais de manière consensuelle, agréée par chacun, les bailleurs, la société et l'État, de retrouver ainsi un nouveau modèle qui puisse satisfaire aux uns et aux autres. Mais il faut satisfaire à la fois les usagers, l'État qui perçoit aussi une forte fiscalité, de fortes redevances, et évidemment l'investisseur, parce que si on veut que les investisseurs
viennent ici au Sénégal, il faut leur offrir des conditions pérennes d'investissement. Les Français, en tout cas, pas présents sur le pétrole sénégalais découvert il n'y a pas longtemps. Grosse polémique au Sénégal, accusation de l'opposition sur une nébuleuse qui entoure les contrats pétroliers, démenti du gouvernement. Votre commentaire sur cette polémique sur le pétrole au Sénégal? Je pense que c'est un enjeu essentiel pour le Sénégal qui peut changer complètement l'économie, qui peut changer complètement vos ressources et vos richesses, qu'il faut s'y préparer, il faut s'y former, il faut faire des arbitrages sur qu'est-ce qui va être la consommation intérieure, qu'est-ce qui va être exporté, qu'est-ce que vous allez faire de ces nouvelles richesses. Et pour ce qui est du reste, il faut, comme d'habitude, dans toute activité de ce type, il faut le maximum de transparence. Transparence pour les actionnaires, transparence pour les usagers et transparence pour l'État. Mais ça, c'est vrai du pétrole comme de tous les autres secteurs. Le prétexte de l'invitation de l'ambassade de France à Dakar, l'arrivée du Premier ministre français à Dakar, Manuel Valls est attendu au Sénégal demain. Une visite avant sa tournée africaine qui démarre en octobre. Horizon sans frontières, pas du tout d'accord avec l'ambassadeur de la France au Sénégal. Sur RFM Matin donc, aujourd'hui, le diplomate est revenu sur l'enveloppe que la France va allouer au Sénégal. Selon son président Boubacar Seye, le Sénégal doit retourner cet argent à la France. Une enveloppe qui n'est rien d'autre, d'après Horizon sans frontières, qu'une corruption pour mieux contrôler les ressources naturelles du pays. Lendemain de la déclaration du Premier ministre sur l'affaire Petro-Tim, l'on s'intéresse à la taxe sur la plus-value. Les entreprises pétrolières bénéficiant d'exonérations fiscales pendant la phase d'exploration. Cette politique a pour objectif de les courtiser, les inciter à investir dans notre pays. Le dossier est ficelé par Mantouré. Dans le domaine du pétrole, au Sénégal, le contrat de recherche et de partage de production reste le seul en vigueur, avec des dispositions fiscales claires. Le Premier ministre, lui aussi, s'est voulu clair en parlant de taxes sur la plus-value et non sur l'investissement. C'est une plus-value, un profit qu'on taxe, mais pas un investissement. Je pense que c'est des plus-values qu'on taxe, mais on ne taxe pas un engagement de travail. C'est des engagements de travaux qui ont été cédés. Parce que la première société a fait ce qu'elle a pu faire. Qu'appelle-t-on plus-value dans ce cas précis? Bassirou Diomaye Faye, fiscaliste. C'est un profit tiré de la cession d'un élément d'actif. Le profit appelé plus-value étant la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de cession. C'est ça la plus-value, la différence positive. Petro-Tim Limited, Timis Corporation et Cosmos Energy, 3 entités. Le Sénégal espère alors récolter les fruits de la richesse de ses sols. Mohamed Abdallah John se veut convaincant. C'est des obligations de travaux, des investissements que Cosmos va faire pour 250 millions de dollars. En contrepartie de ces investissements de recherche, ils auront droit à 60% demain s'ils trouvent des découvertes. Seulement, l'imposition sur la plus-value est bien cadrée par la législation fiscale. Diomaye Faye. C'est l'article 464, 13e du Code général des impôts qui dit que les mutations de propriété ou de jouissance de titres miniers sont enregistrées obligatoirement à un taux déterminé par le Code général des impôts. Ensuite, pour les plus-values, c'est l'article 556 du Code général des impôts qui dit que la plus-value acquise par les terrains, bâtis ou non bâtis, les droits relatifs aux mêmes immeubles et les titres miniers est soumise en cas de cession de ces titres à une taxe dite taxe sur les plus-values. Est-ce une façon pour l'État d'exonérer peut-être ces sociétés, une incitation fiscale? Le général des impôts dit que dans cette phase de recherche ou d'exploration, dans la phase de développement du champ d'exploitation pétrolier ou minier, il n'y a pas d'imposition. Et là, le Code général des impôts dit clairement qu'il n'y a pas d'imposition dans ces phases-là. Et à côté, le même code dit, ici c'est imposé à savoir maintenant si au-delà de ces choses-là que vous faites, exploration, développement et autres, vous décidez de vendre votre titre, et le Premier ministre l'a dit, il y a eu des contrats d'affermage, c'est-à-dire c'est la cession des titres en tant que tel. En ce moment-là, c'est la mutation du titre qui est vendu, qui est imposée. Les titulaires de conventions ou de contrats de service ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre de protocoles ou accords bénéficient des avantages fiscaux et douaniers prévus dans le présent code et le code général des impôts. Seulement, les explications du Premier ministre ne semblent se limiter qu'à une seule partie et non l'ensemble, ce qui fausse dès le départ le débat.
Alors hier, le pouvoir et l'opposition donc ont rivalisé de sortie l'affaire Petro-Tim, seul au centre des deux rencontres avec la presse la matinée et dans l'après-midi. Les carburants toxiques occultés, comme quoi le pétrole n'intéresse que les deux camps que quand c'est politique. Et le plus préoccupant dans tout cela, pouvoir et opposition sont restés muets sur la mutinerie à la prison de Rebeuss. Les questions prioritaires, on ne s'en préoccupe donc pas. Le pouvoir et l'opposition, c'est la médaille et le revers de la médaille. Binta Diallo. Silence coupable. Et l'opposition regroupée au sein de Wattu Sénégal et le gouvernement dirigé par Abdoulaye Dione dos à dos pour non-assistance à peuple en danger. Pendant que la prison de Rebeuss vivait une mutinerie et non des moindres, parce qu'il y a eu mort d'hommes et des blessés graves, le Premier ministre, lui, faisait face à la presse pour parler de pétrole, pour laver à grande eau le frère du président de la République sans convaincre et faire également dans la menace. Pourtant, l'occasion était bien là pour regretter de façon officielle ce qui se passe dans nos prisons. Et de façon presque simultanée, la crème de l'opposition sénégalaise était en conférence de presse. Elle aussi, à son tour, a affiché un silence incompréhensible et à la limite assourdissant, ne serait-ce que pour dénoncer et pour rester dans son rôle la situation qui prévaut dans cette citadelle du silence. L'engorgement des prisons qui date de longtemps et qui est dénoncé avec récurrence par les associations des droits humains n'intéresse apparemment pas les autorités qui ne se limitent qu'à des promesses de construction de prisons, une affaire qui laisse également de marbre l'opposition que l'on n'entend presque jamais sur les drastiques conditions carcérales au relent national. L'on ne comprend pas non plus ce mutisme officiel et de l'opposition également hier, jour de déballage quasi simultané sur ce carburant à forte teneur d'éléments toxiques et frelatés et dont l'alerte est venue de l'étranger. Un carburant qui menace la santé des Sénégalais. Il est vrai que des prélèvements ont été faits pour en savoir plus, mais le PM aurait dû et de façon ferme en parler, tout comme Wattu Sénégal hier, jour de vérité. Mais en lieu et place, ce sont des menaces et contre-menaces pour des questions hautement politiciennes. Les Sénégalais sont vachement le cadet des soucis de la classe politique, une classe politique pas du tout intéressée par le sort des générations futures, opposition comme pouvoir plutôt préoccupée par les résultats des prochaines élections. Binta Diallo. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Georges Dekeke. La sortie du porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, sur la polémique autour de la lenteur de certains chantiers du Khalife. Le marabout et porte-parole précise que les travaux avancent bien et certains seront livrés sous peu. Mohamed Jodiop, notre correspondant à Touba, revient sur la conférence de presse de Serigne Bass Abdou Khadre. Grand chantier du Khalife général des Mourides, son porte-parole fait le point. Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadre estime que le rythme d'exécution de tous ces travaux est bon pour l'embellissement et l'agrandissement de la grande mosquée de Touba. Les travaux avancent à un rythme normal et ils seront livrés bientôt. Les travaux ont été réalisés à 70 voire 80%. Nous ne pouvons pas encore avancer la date de livraison, mais en tout cas, les choses avancent très bien. Pour ce qui est de la construction de la grande mosquée mouride de Dakar, la livraison est prévue dans un an. Assurance des responsables des travaux au Khalife général des Mourides. Beaucoup de bruit autour de Massalikul Djinan. Les études de sol ont révélé la présence d'eau à quelques mètres de profondeur. Les travaux ont été même réalisés à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Et rien que pour le remblayer, nous avons dépensé 500 millions de francs CFA. L'université, le porte-parole, a révélé avoir financé de sa poche les études techniques des travaux remis au Khalife général des Mourides qui va déterminer lui-même la date pour le démarrage des travaux de construction. Mohamed Jodiop, Touba, RFM. À midi 15 minutes, la paix à l'honneur dans le monde. Ce 21 septembre, journée internationale de la paix célébrée en Casamance dans un contexte de signature d'accords de coopération militaire entre la Gambie et la Russie. Beaucoup d'interrogations sur les conséquences que cela pourrait avoir sur le processus de paix. Pour un observateur, l'État doit s'adapter en mettant l'accent sur la prise en charge des préoccupations des populations dans la partie sud du pays, d'autant que vous allez
allez l'entendre, Noah Cissé qualifie l'accalmie en cours à une paix armée. Lamine Ba. Les récents accords de défense et de coopération militaire signés entre la Gambie et la Russie constituent un élément nouveau qui entretient un certain scepticisme quant au processus de paix engagé dans le conflit casamançais. Le sentiment peut se justifier, certes, estime Noah Cissé, observateur de la crise casamançaise, mais il est d'avis que c'est à l'État du Sénégal de contourner cette situation en s'orientant vers la problématique de prise en charge des préoccupations des Casamançais. La Gambie, c'est une réalité. Toutes les situations de nuisance que la Gambie peut provoquer, ne pas en faire de la fixation, mais au contraire, s'orienter vers la problématique de prise en charge des préoccupations de la Casamance et des Casamassés. C'est la thérapie pour minorer les facteurs de nuisance véritablement de la Gambie, si cela existe. Quant à l'accalmie notée dans le conflit au sud du pays, Noah Cissé estime que les autorités doivent prendre conscience que c'est une paix armée. Il faut nécessairement donc la solder, selon lui, par des accords autour d'une table. Il faudrait que l'État comprenne qu'il n'y a pas encore la paix. Cette situation d'accalmie, pour moi, est une situation de paix armée. C'est vrai qu'on ne se tire pas dessus, mais il est tout aussi vrai que les cantonnements du maquis et du MFDC sont là et que les armes sont de part et d'autre. Quand il y a une situation comme ça, l'accalmie existe, c'est le constat général de ce qui est perceptible, mais au fond, les armes sont à disposition des protagonistes. Solder ce conflit autour d'une table, il ne faut pas que l'État perde cela de vue. Pour l'ancien proviseur du lycée d'Ignabo de Ziguinchor, il est du devoir de l'État du Sénégal, dans le cadre de la recherche de la paix, de traduire en actes les nombreux programmes annoncés visant à désenclaver le sud du pays. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, une pensée pieuse pour Antoine Gorfaye, arraché à notre affection. Il y a de cela 4 ans, le journaliste Antoine Gorfaye est décédé le 21 septembre 2012. RFM. L'actualité internationale. Avec Ismaïla Kamara, le Mali fait face à une épidémie de fièvre hémorragique. La maladie gagne du terrain, 40 personnes sont contaminées. Cette épidémie de fièvre hémorragique touche les animaux. Conséquence, plusieurs cas recensés sont des éleveurs nomades. La maladie est apparue à la frontière du Mali et du Niger il y a plus d'1 mois, Georges. Au Gabon, la proclamation officielle des résultats de la présidentielle est prévue le vendredi 23 septembre. Toutefois, les populations ont peur. C'est le cas à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Là-bas, les habitants craignent pour leur vie, d'autant que la tension reste vive. Sur place, les chefs religieux tempèrent les ardeurs. Ils lancent un appel au calme et demandent aux forces de l'ordre de ne pas tirer sur les populations. Ces religieux ont rencontré hier le gouvernement et le maire de Port-Gentil de Libreville. Yves Antonio Ogula. Nous invitons les populations et les acteurs politiques de tous bords à faire preuve de retenue, de sagesse, de tempérance et de patience, tout en faisant confiance aux lois et aux institutions de notre pays. À travers la voix du suprême évangéliste céleste Nzouda Nzatsi, les confessions religieuses à Port-Gentil redoutent la date du 23 septembre prochain où la Cour constitutionnelle doit annoncer les résultats définitifs de la présidentielle. Chrétiens, musulmans et autres lancent un appel au calme. Ils interpellent également les forces de l'ordre. Nous invitons nos forces de l'ordre à faire preuve de maîtrise et de professionnalisme dans l'accomplissement de la mission difficile qui est la leur, à savoir la protection des personnes et des biens. Face au maire de la capitale économique et le gouverneur, les hommes de Dieu ont souhaité que les juges de la Cour constitutionnelle soient pleins de sagesse. Occasion pour le gouverneur de la province de Logo-Maritime de saluer cette initiative et d'annoncer la reprise des travaux dans les différents chantiers pour la CAN de football l'année prochaine. Martin Bogikouma. Il n'y a rien à faire, les choses vont réellement changer. Vous allez voir qu'à partir de cette semaine-ci, les travaux au niveau de la commune de Port-Gentil vont s'accélérer. Les travaux au niveau des stades, des routes, tout ça là, tous les travaux doivent aller à leur terme. Yves Antonio Goula, Port-Gentil, RFM. Et l'on reste au Gabon. L'ambassadeur de France, Ismaïla, l'ambassadeur de France au Sénégal, a réitéré la position de Paris. Christophe Bigot était dans nos murs, invité d'RFM Matin. Le diplomate est d'avis qu'il faut que le calme revienne au Gabon. Seul moyen, selon lui, pour que la plus haute juridiction gabonaise examine sans pression les recours introduits par les candidats en lice. Christophe Bigot précise tout de même que ce sont les Africains qui doivent trouver une solution à ce lancinant problème électoral gabonais. Christophe Bigot est interrogé par Babacar Fall et Georges Détidiop. Nous favorisions la solution africaine. Nous favorisions une médiation pour que, d'un côté, le calme prévale
à Libreville et que d'autre part, évidemment, le scrutin soit entouré de toutes les conditions de régularité nécessaires. Et donc, puisque nous sommes maintenant dans la phase de recours, puisque Jean Ping a déposé un recours, pour que la Cour constitutionnelle puisse examiner ce recours avec toutes les garanties nécessaires. Je pense que c'est une position qui est partagée par la plupart des Africains, en tout cas par la plupart des Africains qui croient en la démocratie. Et je sais que c'est le cas du Sénégal, qui est une vieille démocratie. Pas loin du Gabon, la RDC, la crise politique en République démocratique du Congo, la secrétaire générale de l'OIF pour faire genre se prononce sur le sujet. Michaël Jean n'y est pas allé par 4 chemins pour condamner les violences qui ont prévalu en RDC, prenant part à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle qualifie de navrants les événements dans ce pays. La secrétaire générale de l'OIF déplore le nombre de morts. Par la même occasion, elle appelle à l'apaisement. C'est pourquoi il compte rencontrer le pouvoir et l'opposition. Michaël Jean affirme avoir déjà contacté le président congolais Joseph Kabila. Georges Dekedio. Merci Ismaïla Kamara. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. La révolte à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss hier. Comment en est-on arrivé à cette situation qui a conduit à la mort d'un détenu et à plusieurs blessés, des prisonniers et des gardes pénitentiaires à la suite d'affrontements? On en parle vers 12h30. RFM Sport. On retrouve Youssouf Bodian. Rebonjour Youssouf. Bonjour Georges. Je ne sais pas si je vais bien prononcer le mot. Jiu-Jitsu, c'est bien ça? C'est bien ça, Georges. Le champion du monde sénégalais espère disputer les JO 2020. Il s'appelle Abdoulaye Seck, double champion d'Afrique également, le budoka sénégalais, numéro 1 mondial de cette discipline qui mélange judo et karaté, mais pas encore retenu par le CIO pour les JO. Abdoulaye Seck qui espère donc pouvoir participer aux JO 2020 et remporter une médaille pour le Sénégal. Je vous propose de le suivre. Je peux dire que j'ai tout fait pour mon pays. Je suis double champion d'Afrique et double champion du monde. Il me reste une médaille olympique, mais notre discipline n'a pas encore intégré les JO. On se bat pour ça. Je peux dire que je suis au sommet de mon art. J'ai gagné le championnat d'Europe et l'Open d'Italie, qui est l'une des compétitions les plus relevées au monde. Je prie Dieu pour que mon niveau ne baisse pas. Pour l'instant, je n'ai rien reçu, mais j'ai les promesses du ministre des Sports. Il m'a bien reçu, on a bien échangé, donc là, j'attends. Abdoulaye Seck, donc double champion d'Afrique et double champion du monde, a été reçu hier par le ministre des Sports, Georges. Football, les clubs de Ligue 1 recrutent des entraîneurs en Europe. C'est la tendance dans notre championnat. Après GFC, la Linguère de Saint-Louis, l'AS Douane, c'est au tour de NGB Niaritali donc qui a enrôlé hier Demba Mbaye, qui est un Sénégalais établi en France. C'est une bonne chose pour le football qui a gagné en visibilité, le football local sénégalais. C'est l'avis de Chérif Kandji, son ancien international et entraîneur de football. C'est un signe de la bonne santé financière de certains de nos clubs. Chérif Kandji, que je vous propose de suivre. Cela tout juste relève de la visibilité de notre championnat actuel et certainement de la bonne santé financière de certains clubs. Nous avons beaucoup d'expatriés qui se sont donnés comme métier l'entraînement et qui ont eu des diplômes qu'ils ont envie de faire valoir au niveau de notre pays. Je crois qu'ils sont attirés un peu par certainement la visibilité qu'offre maintenant notre championnat. Et certains expatriés acceptent aujourd'hui de revenir. Maintenant, compte tenu de la bonne santé financière de certains clubs, ils ont tendance à chercher un peu, parce que vous savez, le dirigeant, il ne cherche que le bon résultat pour son club. L'entraînement n'a pas de nationalité. Mais est-ce que cela signifie que sur le marché local, il n'y a pas assez de techniciens qui répondent aux critères de performance? L'entraîneur, son job, c'est de faire l'entraînement et il est soumis à des résultats. Et dans ce championnat, quel que soit le résultat qui sera donné, il y aura un premier et un dernier. Le premier sera entraîné par un entraîneur et le dernier sera entraîné par un entraîneur. On ne peut pas trop juger un entraîneur en fonction des résultats d'une année ou bien de 2 années. Bon, parce que l'entraîneur qui fait monter une équipe cette année, l'année prochaine,
être arrivé à faire descendre avec une autre équipe. En Europe, Youssouf, on joue dans les différents championnats. D'abord en Espagne, Barcelone, Atlético Madrid ce soir à 20h GMT. Premier choc de la saison à Liga. Les Catalans, deuxième à 3 points du Real Madrid, défi des Colchoneros 5e. Mais avec 1 point de retard, le Barça joue donc sa 3e place face à une équipe d'Atlético Madrid qui avait éliminé Messi et compagnie en quart de finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Match prévu à 20h GMT. Mais avant cela, on a 18h Real Madrid, leader du championnat, qui reçoit Villarreal 6e. En Angleterre, suite de la FA Cup, Manchester United sur une série de 3 défaites se déplace à Northampton. C'est à 18h45 à la même heure. Swansea joue contre Manchester City. Liverpool, Arsenal et Chelsea sont passés au prochain tour. Et puis en France, Monaco va tenter de reprendre sa première place provisoirement occupée par le Paris Saint-Germain qui a gagné hier. Les Monégasques affrontent Nice de Balotelli à 17h. Rennes, Marseille à 19h. Et puis Georges en Italie, le leader Naples de Kalidou Koulibaly se déplace à Genoa à 18h45. La Juventus, deuxième, joue contre Cagliari. En Allemagne, Bayern Munich, Hertha Berlin. Les résultats dans nos éditions du soir. C'est promis. Merci Youssouf. RFM, la chronique du jour. Aujourd'hui, l'opinion de Mbaye Sidi Mbaye sur le débat relatif au contrat pétrolier. Le gouvernement démocratique a plus que quiconque l'obligation permanente d'être en relation publique avec toute la société et avec le citoyen. Pourquoi ? La raison est qu'il est issu du suffrage universel. L'exécutif a un mandat qu'il exécute pendant une période durant laquelle doit s'exercer sur lui obligatoirement le contrôle citoyen en plus du contrôle institutionnel public. Le contrôle citoyen, c'est le regard que ce dernier porte sur la gouvernance publique et l'opinion qu'il émet sur celle-ci. C'est son droit, c'est un droit du citoyen. Ce droit est possible et crédible quand le citoyen est informé, il est au courant. Les informations devant fonder le jugement du citoyen lui sont livrées par la presse, dont c'est la fonction d'aller les chercher, de les mettre en forme et de les diffuser. Cette position d'intermédiation de la presse entre le gouvernement et le citoyen est à l'origine de tout conflit, presse-pouvoir, peut-on dire. Le droit de savoir du citoyen est le fondement du devoir d'informer que les hommes d'État manipulent souvent en invoquant à tort l'intérêt public, les secrets d'État. La qualité des relations publiques, presse-pouvoir, opinion publique, devrait obéir au principe de la circularité tel que défini dans le triangle de Dominique Walton, le triangle de la communication. Les Canadiens disent qu'un homme non informé est un sujet, qu'un homme informé est un citoyen. Le citoyen, parce qu'informé, juge en toute connaissance de cause. Les démocraties fonctionnent ainsi depuis le XVIIIe siècle et la naissance de l'opinion publique, ainsi que la publicité de la gouvernance publique. On appelle cela aujourd'hui la transparence. Plus un gouvernement informe et informe vrai, plus il est démocratique, mais c'est, semble-t-il, la quadrature du cercle. RFM. L'actualité internationale. RFM, la presse du jour. La presse de ce mercredi 21 septembre 2016. Mohamed Alimba, bonjour. Bonjour. Rebeuss, une mutinerie vire au drame. À l'heure du bilan, un mort et plusieurs blessés au compteur. Presque la même photo du bagne un peu partout dans les journaux de ce matin. On y voit la citadelle du silence ceinturée par des forces de l'ordre. Matons et policiers
Venus en renfort, fusil au poing, casque à la tête. Aux alentours, les parents des détenus s'attroupent. L'ambiance est délétère. Enquête pointe sans attendre le décor. Des cris, des coups de feu, le bruit assourdissant, des grenades lacrymogènes, ainsi comme balais d'ambulance entrant et sortant de la prison de Rebeuss, toute sirène hurlante. Les parents des détenus de la célèbre prison ont eu hier la surprise de leur vie. Sous les yeux éberlués de ses proches et des habitants du quartier se jouait une mutinerie qui s'est révélée par la suite meurtrière. Selon Le Populaire, le sang a coulé à Rebeuss. Le confrère note que la grève de la faim, entamée depuis jeudi dernier par les pensionnaires qui fustigent les mauvaises conditions de détention, a été suivie dans la matinée d'hier par des affrontements entre détenus et gardes pénitentiaires. Comme pour dire, relève toujours le journal que les détenus ont mis à exécution leur menace de passer à un second plan d'action au bout de 5 jours de grève de la faim. Rebeuss à feu et à sang. Las note pour sa part qu'il y a eu plusieurs coups de feu. Les régisseurs adjoints de la prison assommés par un détenu. L'administration pénitentiaire qui retrace le film de la mutinerie fait constater que c'est à 11h, profitant des visites et de la promenade, un groupe de détenus de 600 à 700 personnes a foncé vers la porte principale pour pouvoir s'évader, utilisant des pierres et beaucoup d'objets. Les agents qui étaient en service ont utilisé les moyens qui étaient à leur disposition conformément à la loi. Toujours est-il que notre Walfadjri, que les armes ont tonné à Rebeuss, l'État a ouvert le feu sur ces détenus. Pour le confrère, tout cela est la rançon du mensonge d'État et de la négligence. La mutinerie qui a secoué Rebeuss traduit un manque de réactivité de la part des autorités en charge des prisons du Sénégal. Dans l'Observateur, les défenseurs des droits de l'homme réclament une enquête indépendante et la fermeture du pénitencier. Les prisonniers réclament l'ouverture immédiate des chambres criminelles, l'amélioration des conditions de détention et le retour des 3 détenus transférés à Thiès. Les parents des prisonniers angoissés ne demandent pas mieux. Ils ont tenu à le faire savoir hier devant la prison. Un parent du détenu crie son désarroi dans l'Observateur. Je ne sais pas si mon enfant, dit-il, mon seul garçon sortira vivant de cette prison. Pendant ce temps, il relève pour sa part Direct Info, les politiques font le mort, indifférents au sort des prisonniers. Politique justement, le Premier ministre Mohamed Dionne qui est monté au créneau hier pour tenter de mettre fin à la polémique sur les contrats pétroliers. Transparence et rigueur en mode de gestion retient le soleil. Selon Mohamed Dionne, aucune faveur n'a été accordée. Pour que nul n'en ignore, les contrats seront rendus publics. Mais en même temps, Mohamed Dionne est sorti de ses gants. Il a mis en garde contre la diffusion de fausses nouvelles. Pour Sud Quotidien, Dionne s'explique et menace en même temps. Dionne brandit la menace de l'action pénale contre ceux qui feront des sorties malveillantes sur le pétrole, note enquête. Manko Wattu Sénégal ignore Dionne et interpelle le chef de l'État. Dans l'Observateur, les réactions de l'opposition se suivent et se ressemblent. Pour Ousmane Sonko, c'est faire preuve de faiblesse que de se réfugier derrière l'appareil d'État pour faire des menaces. Abdoul Mbaye, c'est triste. Birahim Seck du Forum Civil, le Premier ministre veut uniquement blanchir Aliou Sall, mais ça ne passera pas. Et puis le cahier de vacances de l'Observateur à la découverte des mangeurs de cadavres animaux. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, les Masouékés mangent des charognes. Selon le journal, la pratique est culturelle et remonte à Mathusalem. Elle a survécu au brassage et continue de faire front aux religions. Animaux morts naturellement ou malades, les Masouékés, ça avale tout. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Aujourd'hui, l'on parle de la mutinerie. Hier à Rebeuss, il y a eu un mort à la suite d'affrontements entre détenus et gardes pénitentiaires. Comment en est-on arrivé à cette situation? Avec nous, Maître Abdoulaye Babou, ancien député, ancien ministre, ancien président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Maître Babou, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Était-ce prévisible? Oui, je peux répondre par l'affirmative. Et je confirme ce que je dis sur la base des faits constatés. En effet, lorsque nous étions députés à l'Assemblée nationale, plus précisément à la commission des lois, cette commission s'est rendue pendant 2 années consécutives à des endroits divers du pays et surtout à visiter les maisons d'arrêt, des prisons, pour être plus simple, et dans des conditions concrètes. Cela veut dire que l'administration pénitentiaire avait coopéré et nous avait ouvert les portes des prisons. Nous avions visité les lieux de détention, nous avions tenu des assemblées générales et avions tiré
des conséquences pratiques. Les problèmes sont les suivants dans les prisons. D'abord, le surpeuplement. Partout au Sénégal, les prisons sont surpeuplées. Et le mot n'est pas trop fort. Des capacités doublées, triplées, voire quintuplées. Premier élément. Deuxième élément, l'absence d'agents suffisants de l'administration pénitentiaire pour contrôler tout ce monde. Troisième élément, des conditions de détention exécrables, et le mot n'est pas trop fort, qui ne sont pas dignes d'un être humain, mais aussi l'entretien alors des prisonniers eux-mêmes. Parce que vous savez, la loi avait voté alors une certaine dotation journalière qu'il fallait régler. Mais ensuite, un fait psychologique, ce surpeuplement est la conséquence de longues détentions. Des dossiers qui ne sont pas traités, même ceux qui sont en détention provisoire voient alors leur situation empirée. Alors, vu sous cet angle, alors ce qui s'est passé ne peut pas nous surprendre. Mais surtout, ce qu'il faut considérer, il y a une situation structurelle, mais il y avait aussi des possibilités pour l'État du Sénégal de régler certains problèmes. Bon, lorsqu'on pose le problème du surpeuplement, parce qu'on avait fait des rapports, que nous répondait le ministre, le ministre disait oui, nous avons des programmes de construction de prisons à Sébikotane. Ça n'a jamais été suivi d'effet. Mais maître, on reviendra à tout cela. Mais d'abord, vous avez évoqué le problème des effectifs. Est-ce à dire que les détenus, malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, est-ce qu'ils se disaient peut-être que voilà, les gardes pénitentiaires qui sont là ne pourront pas nous contrôler, il faudra qu'on se fasse entendre? Non, le problème ne se pose pas à ce niveau. Vous savez qu'il y a des normes internationales dont on dit que pour une population carcérale de temps, il faut des agents pénitentiaires de temps. Non, pas respectés ici. Non seulement pas respectés, mais se poser aussi le problème du vieillissement des agents de l'administration pénitentiaire et de la vétusté des locaux. Je vous donne l'exemple de Louga. Je ne sais pas si c'est Louga ou la maison d'arrêt de Louga ou de Diourbel. Mais la prison servait anciennement d'étable, comme on dit en Wolof, Dougal Fassi. C'est ça qui a été transformé en prison. À Diourbel, où on parle souvent d'évasion, mais les locaux ne tiennent pas. Les locaux de Diourbel ne constituent pas une prison. N'importe qui peut s'évader. Donc, il y a tous ces problèmes cumulés, mais aussi le problème sur lequel je veux insister, dont on ne parle pas assez. C'est qu'il n'y a pas une politique pénale sénégalaise. Le ministre de la Justice avait la possibilité, à travers son parquet, de conduire une politique pénale. Je vous donne un exemple concret. Mais pourquoi au Sénégal, pour un oui ou pour un non, on vous met en prison? Même des affaires d'ordre commercial, et je félicite l'association des commerçants de l'avoir soulevé, les affaires d'ordre commercial sont portés au tribunal, mais le premier geste du parquet, c'est de mettre la personne poursuivie au NIOF, comme on dit, sous mandat de dépôt. On va attendre maintenant, soit de la faire part en instruction, ça va durer presque 6 mois, ou ça vient en flagrant délit, pour que le juge, maintenant, le jugement se rende compte qu'il s'agisse d'une affaire civile. Mais pourquoi, bon Dieu de bon sens, pour un oui ou pour un non, on met les Sénégalais en prison? Maître, on revient à vous. C'est trop répressif au Sénégal. Maître, on revient à vous dans un instant. Vous pouvez garder la ligne. Nous avons un autre avocat défenseur des droits humains, Maître Hassan Dioma Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Maître Hassan Dioma Ndiaye, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui a été déterminant dans cette situation pour qu'on en arrive à cette situation? Terribles affrontements hier à la prison de Rebeuss. Oui, je pense qu'il y a eu d'abord ce mouvement d'humeur il y a 3 jours et les mesures de sanctions qui s'en ont suivi. Apparemment, ça a été l'élément déclencheur. Mais en réalité,
c'est une angoisse, c'est l'irritabilité de l'anxiété, de l'angoisse. C'est un traumatisme psychologique qui a vacillé vers même la psychiatrie, parce que quand on est dans cette situation, évidemment, on ne peut plus être un être raisonné comme dans l'ordinaire, quand on accumule autant de souffrances et quand on est dans l'incertitude totale, comme devant un avenir bouché, évidemment, l'être devient pratiquement agressif. Et donc, il faut comprendre ce comportement et surtout également que l'État n'ait rien fait poussant évidemment que cette crise arriva au paroxysme. Plus clairement, si l'on vous comprend, fallait s'attendre donc à ce qui est arrivé hier. Oui, d'autant que depuis plus de 2 ans, si je me réfère à ce laps de temps, nous alertons. D'ailleurs, dans les réseaux sociaux, certains citoyens ont même essayé d'alerter en envoyant des images qui étaient insoutenables. Et déjà, cela aurait dû faire réagir les autorités. C'est vrai qu'il y a eu des réactions. Vous a-t-on écouté? Oui. C'est vrai qu'il y a des réactions de la part du gouvernement avec l'institution des chambres criminelles, avec l'augmentation de la ration alimentaire, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était que la personne qui est dans cette situation puisse être jugée rapidement, conformément à la Constitution, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. La présomption d'innocence, c'est des droits fondamentaux qui sont garantis à tout citoyen. Et nous avions toujours dit qu'il fallait aller vers une solution structurelle. Et ça, c'est vrai qu'il y a la construction de nouvelles prisons, mais il y a surtout la limitation légale de la détention en matière criminelle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je pense qu'il faut aller vers des annonces fortes dans les 24 heures ou dans les 48 heures afin de rassurer les pensionnaires de la maison d'arrêt de Rebeuss et tous les détenus du Sénégal. Le cas non échéant, Maître Hassan Dioma Ndiaye, est-ce que ce qui est arrivé hier à Rebeuss pourrait faire tache d'huile? Oui, on a déjà le mouvement d'humeur de certains détenus de la maison d'arrêt de correction de Thiès aujourd'hui. Oui, moi dans mes propos, je mets dans le même rayon la maison d'arrêt de Thiès et de Dakar, parce que même à Thiès, depuis les derniers enrôlements des affaires criminelles remontent à 2011, je l'ai dit. Donc vous avez une moyenne de détention de 5 ans à 6 ans. Donc ça, on est dans la même situation. Donc il ne faut pas souhaiter que cela fasse tache d'huile, mais il faut que le gouvernement annonce d'ores et déjà le démarrage des travaux de la maison d'arrêt de Sébikotane, qu'un appel d'offres soit lancé très rapidement. Il faut que cette annonce soit faite. Et il faut que le gouvernement prenne l'engagement dans tous les budgets qui vont intervenir dans les lois de finances à partir de 2017, qu'il y aura l'inscription au niveau des postes budgétaires de la construction de nouvelles prisons au même titre qu'il y aura des inscriptions de nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux. Alors, au-delà de la construction des prisons, on reviendra à vous dans un instant, Maître Hassan Dioma Ndiaye, sur les solutions les plus urgentes. Et l'on retrouve Maître Abdoulaye Babou, qui est toujours en ligne avec nous. Maître Abdoulaye Babou, peut-on dire aujourd'hui que cette politique qui consistait à instituer des chambres criminelles, alors cette politique n'a pas servi à grand-chose? Oui. Je disais, est-ce que au-delà de tout cela, on peut dire que cette politique qui consiste à mettre sur pied des chambres criminelles n'a pas servi à grand-chose? On ne peut pas le dire, parce que les détenus continuant à dénoncer les longues détentions préventives. Voilà, je répondrai à votre question très rapidement. Les chambres criminelles sont une bonne chose. Mais les chambres criminelles sont consécutives à la multiplication des cours d'appel. Souvenez-vous, avant, il n'y avait que la cour d'appel de Dakar qui concentrait tout. Donc les chambres criminelles sont une bonne chose. Concentrer, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Mais je voudrais, à la suite de l'intervention de mon excellent confrère, petit frère Hassan, ajouter 2 choses. Dans nos rapports à la commission des lois, nous avions préconisé que les affaires criminelles puissent trouver une solution. En quoi faisant? En réformant le code de procédure pénale. À titre de rappel, brièvement, pour ceux qui ne savent pas, pour les délits, alors la détention ne peut pas dépasser 6 mois, dans tous les cas de figure. Sinon,
l'administrateur pénitentiaire libère. Mais on avait dit que pour les crimes, il devait y avoir une date butoir pour amener ces gens-là en assise à l'époque. Mais non, il faut que les Sénégalais sachent que si quelqu'un est poursuivi pour crime, mais il peut y rester toute sa vie sans être jugé. On a vu un cas à Louga où quelqu'un était resté 14 ans ou 15 ans, son dossier était perdu. Et c'est légal. Or donc, le gouvernement peut tout de suite prendre une mesure en réformant le code de procédure pénale en disant que pour les affaires criminelles, la date butoir de jugement est de 3 ans. C'est ça qu'on avait préconisé, 3 ans. Et déjà 3 ans, c'est trop pour l'instruction d'une affaire criminelle, mais au moins, le gouvernement ferme les yeux sur ça. C'est un premier mois. Le désengorgement, le ministre de la Justice doit être ferme avec ses parquets. Il y a beaucoup de mandats de dépôt pour un oui ou pour un non. Mais très rapidement, maître, on est rattrapé par le temps. Quelle est l'urgence aujourd'hui? Comment? Quelle est l'urgence aujourd'hui pour que pareille situation ne se reproduise? D'abord, l'urgence. Je vous fais une petite confiance. Avec la coopération internationale, le gouvernement peut avoir le financement de plusieurs prisons. Je vous donne une idée. Permettez-moi tout simplement de l'exposer. J'ai assisté à un séminaire au Gabon, à Libreville, où le représentant de la CPI avait dit, Cour pénale internationale, qu'il cherchait une collaboration avec des pays africains pour des personnes condamnées, demander à ces pays africains qui veuillent bien accueillir ces condamnés dans des prisons de standard international. Et moi-même, j'avais posé la question, j'ai dit en contrepartie, qu'est-ce que pouvaient gagner ces pays? Mais la représentante, c'est une dame de la CPI, m'avait dit, mais on peut trouver une coopération pour la réfection ou la construction de nouvelles prisons. Quand je suis venu au Sénégal, mais j'ai fait le rapport acquis de droit, aucune suite. Ça veut dire que la construction des prisons avec des normes internationales, c'est d'abord un impératif. Le respect des droits humains. Ceux qui sont en marge de la société pour un temps ne doivent pas être considérés comme des animaux, ou des fois pire que des animaux. Or, au Sénégal, on se targue d'être démocrate, mais les prisons, c'est un lieu de mouroir. C'est un lieu où il n'y a plus de dignité pour l'homme. Merci, maître. Et c'est ça qui doit être réglé définitivement, et le gouvernement a les moyens. Merci, maître Abdoulaye Babou, ancien député et ancien président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Maître Hassan Diomandiaï, point de vue solution, aujourd'hui, est-ce que l'on peut dire à quelque chose malheur et bon? Est-ce que cette mutinerie va pousser davantage les autorités à réfléchir sur la situation carcérale au Sénégal? Oui, je pense que malheureusement, quand une crise arrive jusqu'au paroxysme, les solutions deviennent indifférables. Et donc, forcément, le gouvernement sera obligé aujourd'hui non pas d'aller vers des solutions circonstancielles ou superficielles, mais vers des solutions de fond. Et ces solutions, naturellement, il y a le démarrage immédiat de la construction de la prison de Rebeuss, mais également, comme je l'ai dit, l'engagement politique désormais de l'inscription de postes budgétaires dans les lois de finances à venir, en tenant à la construction de prisons, mais également sur le plan législatif, que le gouvernement suscite un projet de loi visant à limiter la détention provisoire en matière criminelle. Ce que nous avons toujours réclamé, nous avons déjà des textes que nous avons proposés qui sont prêts, qui sont au niveau des présidents de groupes parlementaires, comme on l'a fait en matière délictuelle. Aujourd'hui, avec les chambres criminelles, rien ne s'oppose à ce qu'un juge d'instruction boucle son information dans un délai maximum de 2 ans, sinon la personne est mise d'office en liberté. Je crois qu'aujourd'hui les solutions existent. Plus clairement, il faut dépoussiérer ces textes-là et aller très vite. Oui, et il faut, pour le GAP, les dossiers qui attendent d'être enrôlés, il y a plus de 203 dossiers au niveau du greffe du tribunal de grande instance de Dakar. Il faut prendre l'engagement d'organiser une session criminelle toutes les 2 semaines ou tout au moins tous les mois, une audience criminelle se tienne, une session criminelle. Ça, c'est pour résorber le gap. C'est des mesures transitoires
et aller maintenant vers les mesures structurelles, construction de prisons, comme on le fait pour les écoles, les hôpitaux, et également limiter la détention provisoire en matière criminelle, et renforcer le personnel judiciaire et le personnel des maisons d'arrêt. Il faut penser à ce personnel également qui aujourd'hui est confronté à des risques sans indemnité proportionnelle et qui fait des heures supplémentaires sans être payé, et l'effectif, le sous-effectif et mieux les outiller. Oui, et merci beaucoup. Également les expose aujourd'hui. Merci Maître Assam Diomandjaï, président de la Ligue sénégalaise des droits humains. On est rattrapé par le temps. Merci à Maître Abdoulaye Babou. Merci à vous également d'avoir suivi Point de vue. La météo du jour, un ciel globalement ensoleillé sera noté sur le pays au cours de la journée d'aujourd'hui. Cependant, durant la nuit, des orages et pluies pourraient se manifester dans les localités du sud. 12h50, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de l'actualité. Georges Déthédio. Après Rebeuss hier, aujourd'hui, Thiès, une partie des détenus de la maison d'arrêt et de correction de la Cité du Rail en grève de la faim. Débat sur les contrats pétroliers à la suite des découvertes de pétrole et de gaz. L'ambassadeur de France au Sénégal prône la transparence. L'opposition et le pouvoir, blanc bonnet blanc. Les deux camps affonent sur la mutinerie de Rebeuss hier et sur l'affaire des carburants toxiques, mais très prolixe sur le cas Petrotim, du reste très politique. Merci à Mamadou Vincent Diop qui a assuré la partie technique de cette édition. Merci à toute la rédaction pour sa réalisation. 13h, Barthélémy Ngom pour le journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. Calgatripture Média, Calgatripture Média, Calgatripture Média, Calgatripture Média, Calgatripture Média.